Alors, bonjour, aujourd'hui on va vous parler des crypto-monnaies. Alors, savez-vous ce que c'est? Avez-vous déjà entendu parler du Bitcoin? Et pour vous, qu'est-ce que l'argent? Nous avons posé la question à certains habitants du Perreux-sur-Marne et voici leur réponse. Est-ce que vous aurez une définition de l'argent? Définition de l'argent, elle apporte beaucoup et puis ça peut détruire beaucoup. Ça sert uniquement pour vivre, c'est tout. Pour vivre, pour s'alimenter, uniquement. Il y a beaucoup plus important que l'argent, non? C'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est l'avenir et beaucoup d'emmerdes. L'argent, c'est une valeur monétaire qui permet d'échanger une marchandise, un bien ou un logement. C'est ce qui permet de vivre et de se loger. L'argent? Oui. Ça sert à manger. Eh oui. L'argent, on dit que c'est le nerf de la guerre, hein, je sais pas, bon ça permet beaucoup de choses, c'est sûr qu'il en faut, hein, mais bon. Je sais pas, on en a besoin parce que sinon on peut pas vraiment vivre, répondre à tous nos besoins, je sais pas. L'argent, c'est quand même bien utile. Bien utile. Quelque chose qu'on gagne et qu'on utilise. L'argent permet de faire pas mal de choses, hein. Quand on en a, on n'est pas forcément malheureux, et quand on n'en a pas, voilà, ça nous manque. Ça permet de vivre. Ok, merci beaucoup. Voilà. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu parler du Bitcoin? Non, je sais pas ce que c'est, je m'en fous, j'aime pas les trucs anglais. Non. Non, absolument pas. Non. 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 Pas du tout. Non, monsieur. Et dans tout ça, qu'est-ce que le Bitcoin? Le Bitcoin est un système de monnaie décentralisé qui se base un peu sur le fonctionnement d'Internet. C'est-à-dire qu'au lieu de passer par une banque, les Bitcoins sont transférés de pair à pair, c'est-à-dire d'ordinateur ou de téléphone portable en téléphone portable ou ordinateur. Ce qui simplifie grandement les échanges puisque tout le monde a un ordinateur ou un téléphone portable. Disons qu'en fait le principe du Bitcoin et de toutes les crypto-monnaies, parce que c'est comme ça que s'appelle cette famille, il n'y en a pas que le Bitcoin, il y a aussi d'autres qui existent comme le Litecoin, le Dogecoin, le Namecoin, le Peercoin, il y en a plus de 500 en tout qui sont à peu près utilisés. Et donc le but de ces monnaies c'est d'être direct sans passer par exemple dans le cadre de l'Europe, la Banque Centrale Européenne, parce que quand vous faites une transaction, par exemple quand vous envoyez de l'argent avec votre carte bancaire en payant votre boulanger, même si vous payez rarement le boulanger avec les cartes bancaires, c'est pas cher, bref. Ça dépend, hein. Si on achète des galettes... Ouais, si on achète, c'est vrai qu'une galette des rois c'est quand même 500 €. C'est vrai. Enfin bon, quoi qu'il en soit, si donc vous payez, en fait la transaction passe par la Banque Européenne qui taxe, ou qui du moins, enfin s'il taxe tout le temps, mais il contrôle aussi les flux. Et là, le principe c'est justement que les flux ne soient pas contrôlés par une unité centrale qui du coup peut se permettre de taxer puisqu'il n'y a que par elle que ces transactions se font, mais d'ordinateur à ordinateur, c'est-à-dire que directement on envoie via le réseau l'argent à celui qui doit le recevoir et du coup personne ne taxe. Et voilà, donc ça permet d'éviter une autorité centrale, comme on l'a vu, mais ça permet aussi d'éviter les taxes. Donc par exemple, quand vous envoyez de l'argent aux États-Unis, vous allez en prendre pour très cher si vous l'envoyez directement en euros, alors que ce que vous pouvez faire, c'est convertir l'argent ici d'euros en bitcoin, envoyer les bitcoins, ce qui aura quelque chose comme 6 centimes de taxes, et ensuite là-bas aux États-Unis, vous pouvez reconvertir les bitcoins en dollars. Et ça vous évitera un nombre de taxes très important. Un nombre de taxes très important. Et donc du coup, ce système, pour s'indépendantiser, décide de reposer non pas sur du coup une société ou quelconque qui contrôle les serveurs, parce que du coup eux diraient au bout d'un moment minimum on voudrait être payé, ce qui est logique, et forcément du coup il y aura besoin de taxer sur les transactions pour rémunérer cela. Et donc ils ont appel à un tout autre principe, c'est d'utiliser toute la puissance de tous les ordinateurs qui sont connectés au réseau. Et aussi il y a d'ailleurs, comme il y a besoin de quand même pas mal de puissance de calcul pour sécuriser un tel système, on emploie des gens qui s'appellent les mineurs. En fait, ce sont des gens qui vont prêter leur ordinateur pour aider à confirmer les blocs de transaction du réseau. Et donc, ces gens sont rémunérés avec des nouveaux bitcoins qui sont créés pour récompenser leurs efforts apportés au réseau. C'est-à-dire que concrètement, plus on donne de la puissance, plus les transactions peuvent s'effectuer, et donc plus les transactions peuvent s'effectuer,
plus l'influx d'argent est important, et plus l'influx d'argent est important, plus il y a besoin de fonds. Et donc la solution, c'est que plus on mine, plus on est rémunéré, ce qui fait que plus on mine, plus il y a création de fonds qui permettent plus de transactions, qui demandent plus de puissance de calcul, qui demandent donc que plus de gens fassent partie du réseau, qui implique que plus de fonds soient générés, etc. Et la boucle est bouclée, entre guillemets. Et voilà cette phrase. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Le deuxième avantage du Bitcoin, c'est qu'il ne peut pas être sujet à l'hyperinflation qui est. Alors l'hyperinflation, c'est quand l'unité centrale qui gère le fonds monétaire décide d'imprimer énormément de billets, de produire entre guillemets de la richesse, même si c'est pas physiquement possible, et du coup la monnaie est dévaluée, c'est-à-dire qu'elle vaut moins. Exactement, et donc du coup ce qui se passe, c'est que si par exemple en temps de guerre ou dans un moment de crise où le gouvernement a soudain besoin d'énormément d'argent, quand ils impriment des billets, eh bien, les billets on a tellement que ça ne vaut pas plus que du papier, parce qu'au final l'argent ce n'est que du papier. C'est très spirituel ce que tu viens de dire. Non mais concrètement, c'est vrai que bon, ça vaut plus que du papier puisque ça a quand même une valeur monétaire, mais en fait quand ils impriment des billets, ils peuvent pas non plus créer de la richesse, parce que la richesse est en circulation, ils peuvent pas se dire on crée de la richesse comme ça, donc du coup forcément la monnaie vaut moins. Mais là avec le Bitcoin c'est plus possible, puisque comme on le disait en fait c'est chaque ordinateur qui mine pour le réseau, c'est-à-dire qui donne sa puissance au réseau pour gérer les transactions, qui génère de l'argent, et donc plus il y en a, plus ça en crée, moins il y en a, moins ça en crée, et c'est juste proportionnel au nombre de transactions qui sont effectuées et au nombre d'utilisateurs qu'il y a, et pas juste à la volonté de quelqu'un qui dit allez, moi je veux de l'argent. En fait ce qui se passe c'est que la banque centrale a été remplacée par une équation mathématique, ce qui est plutôt swag. Donc oui, donc la valeur du Bitcoin, enfin le nombre de Bitcoin créés est automatiquement ajusté par le réseau, et donc tout ça c'est géré par les mathématiques. Donc il n'y a plus de gouvernement qui va décider tiens, aujourd'hui on va imprimer 500 000 billets, donc du coup le cours descend. Ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que les choses ont de la valeur que parce que les gens pensent que ça a de la valeur. Alors qui a inventé les Bitcoins? En fait, on ne sait pas exactement. Il y a une personne qui se nomme Satoshi Nakamoto, si je prononce ça correctement. C'est son pseudo on the web. Voilà, qui se définit comme étant un japonais de 37 ans, mais en fait on ne sait pas qui c'est. Il y a des gens qui pensent que c'est une conspiration, d'autres que c'est des entreprises, d'autres que c'est moi. Voilà, lui aussi. Et donc en fait, cette personne aurait créé donc le logiciel Bitcoin et effectué la première transaction qui a eu lieu le 3 janvier 2009. Ils ont donné un nom d'ailleurs. Ouais, cette transaction s'appelait la transaction Genesis. Et donc aujourd'hui, on est à peu près à 12 millions de bitcoins, ce qui est quand même pas mal. 12 millions de bitcoins générés ou échangés? Enfin, générés, enfin en tout en présence. Dans le monde partout, il y a à peu près 12 millions de bitcoins, et donc il peut y avoir un maximum de 21 millions de bitcoins. Ce qui fait qu'au-delà de ça, il n'y aura plus de nouveaux bitcoins créés. Parce que je crois que la courbe de génération des bitcoins, en fait, elle est un peu logarithmique, dans le sens où au bout d'un moment, il y aura un plafond qui pourra pas être atteint en tant que limite par rapport au nombre enfin si, être atteint parce qu'ils arrondissent les valeurs, mais dans le sens où au bout d'un moment, plus il y aura de personnes, il y aura la puissance qui va stagner au bout d'un moment, avec la technologie, quoi. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si c'est lui qui a créé le système actuel, c'est pas lui qui a inventé le système des crypto-monnaies. Le système des crypto-monnaies, non, ça date d'un autre japonais en 1999, un truc comme ça. Sauf que cette personne s'est malheureusement fait assassiner. Donc elle n'a pas pu continuer le développement de cette idée, de ce système qui est vraiment fort ingénieux. Un peu trop morte, quoi. Voilà. Donc nous allons enchaîner tout de suite sur une démonstration. On se retrouve là, on est sous Windows 8 et on a téléchargé le logiciel Multibit qui est le client Bitcoin principal en fait. Celui qui était conçu sur... Celui qui a été conçu par Satan Shni 999. Ça, en tout cas, il était recommandé sur bitcoin.org. Sur le site. Et donc ici, donc on voit c'est mon porte-monnaie qu'on a créé tout à l'heure. J'ai 0,12 €, 12 centimes d'euros, je les ai récupérés. Ce qui fait 0,0043684 bitcoin. Parce que un bitcoin vaut combien? Actuellement, je sais pas c'est à combien, c'est à 277 €. Enfin, c'est affiché ici. Ah oui. Voilà. Donc un bitcoin vaut quand même
pas mal cher. Contrairement par exemple au Litecoin où c'est l'inverse, c'est ça? Enfin, c'est pas l'inverse, un Litecoin c'est à peu près pareil que le Bitcoin. Et actuellement, un Litecoin ça vaut peut-être 10 €, un truc comme ça. D'accord. Mais l'inverse c'est le Dogecoin. C'est le Dogecoin. Où il faut plusieurs Dogecoins pour faire 1 €. C'est quelque chose comme peut-être 100 ou 1000 Dogecoin pour faire 1 €. Sachant que le Bitcoin a été pensé plus à la base pour faire des transactions importantes en fait. Voilà. C'est pour ça que il vaut pas cher du tout. Et donc si je le disais au début, j'ai regagné de l'argent parce que tout à l'heure, alors c'est Louis qui m'a gentiment envoyé 0,12 €. Et en gros entre temps mon portefeuille est passé à 11 parce que comme la courbe du Bitcoin, alors attends, on peut essayer de la retrouver. Elle est où? Voilà. Comme la courbe du Bitcoin est un petit peu en crise en ce moment, enfin il y a une petite dévaluation du Bitcoin parce que c'est une monnaie qui a de la valeur, donc forcément il y a une bourse entre guillemets du Bitcoin, même si elle n'est pas gérée à Wall Street, et qui grimpe ou qui descend en fonction du nombre de Bitcoin qui circulent. Et en fait, du coup là il y avait une petite baisse tout à l'heure et ma solde est passée de 0,12 à 0,11 €, ce qui ne veut pas dire que j'ai perdu de l'argent. Enfin si mais non, parce que disons que j'avais toujours la même valeur de Bitcoin, mais cette même valeur de Bitcoin vaut, en fonction de la courbe, plus ou moins d'argent réel entre guillemets, c'est-à-dire d'euros, mais elle a toujours la même valeur en Bitcoin. Et ça, des fois que les gens disent... En fait c'est un peu comme si Lucas avait 12 grammes d'or sur son ordinateur, et que soudainement quelqu'un a trouvé une mine d'or, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus d'or dans le monde, donc l'or a moins de valeur. Et donc ainsi, son or est passé de 11 centimes à diminuer. Voilà. Et maintenant, vu qu'une démonstration vaut souvent bien mieux qu'un long discours, on va vous montrer comment fonctionne l'interface du logiciel, cette fois-ci sous Mac en fait, mais finalement inutilement, parce qu'on voulait faire ça pour à la base vous montrer l'écran du portable en parallèle, mais on a eu quelques problèmes. Voilà. Donc en gros, voilà comment se présente le logiciel ici. Et donc ici j'ai mon portefeuille, avec toujours mon argent, 12 centimes d'euros qui fait pas beaucoup de Bitcoin. Donc il y a 3 onglets, donc je vais fermer. Il y a 3 onglets qui sont ici, quelle que soit l'interface du logiciel. Donc le logiciel marche sur tous les systèmes d'exploitation Windows, on vous l'a montré au début. Le voilà, le logiciel sous Windows. Hop, ici. Sous Mac et également sous Linux. D'ailleurs à la base ils ont été développés sous Linux, il me semble. Ouais, je pense que c'est ça. Voilà. Donc il y a 3 onglets, un historique de transactions. Vous voyez ma seule et unique transaction ici, parce que je suis pas bien riche. Requête, c'est-à-dire qu'on peut demander de l'argent en fait. C'est-à-dire que là c'est notre adresse à laquelle on peut nous envoyer de l'argent. Parce qu'on envoie de l'argent pas à des identités de compte, mais à une adresse Bitcoin qui est celle-là, avec des chiffres et des lettres, qu'on peut copier et envoyer à quelqu'un. Et on peut également faire scanner un code, un QR code, comme ça, pour que ce soit plus simple d'utiliser avec les mobiles. Via l'application mobile, on peut scanner le QR code. Et donc, on peut faire une demande de tant d'argent, par exemple. On peut dire, je veux tant. Et quand le type qui nous envoie de l'argent scanne le code, il dit, voilà, est-ce que vous voulez vraiment envoyer tant à tel machin? Par exemple, pour une facture, on peut envoyer une facture en Bitcoin en disant, voilà, et ben donnez-moi à cette adresse, c'est tant d'argent, j'ai déjà paramétré le truc, et ensuite celui qui vous paye n'a plus qu'à flasher le code ou à rentrer l'adresse, enfin la copier-coller dans son truc de transaction, et du coup il vous envoie la somme juste, et appuyer sur OK, et si on ne laisse rien, à ce moment-là, la personne qui vous envoie peut vous envoyer ce qu'il veut. Là c'est le truc dans l'interface d'envoi, donc on peut coller le code de transaction. Bon, moi je vais pas m'en envoyer à moi-même, ce serait con quand même. On peut essayer. Ouais, on peut essayer, tiens. Et si je m'envoie par exemple 5 centimes, 50 centimes, il n'y a pas 50. 50 centimes. Donc 5 centimes, et que je me l'envoie à moi-même, qu'est-ce que ça fait? Veuillez confirmer que donc j'ai pas de mot de passe en porte-monnaie. Alors c'est parti. D'accord.
Voilà, et là normalement, donc j'ai perdu de l'argent et je ne sais pas où est passé le reste. Ça se trouve que j'ai fait un heureux, bon. Et donc voilà, et donc là la transaction a été envoyée sur le réseau. Donc si on affiche les détails de la transaction, qui ne veulent pas s'afficher, voilà. Elle n'est pas encore confirmée, c'est-à-dire qu'elle a été envoyée en traitement, mais qu'elle est... Pourquoi ils me fichent? En fait, ils attendent des mineurs pour confirmer le bloc. Et donc le minimum de mineurs qu'il faut pour confirmer un bloc, c'est 6. On peut l'augmenter si on est parano, mais 6 c'est largement suffisant. Bon, et alors entre-temps, on a installé un logiciel de minage compatible Mac. Et on va vous montrer le processus. Donc en fait c'est très simple, il en existe plusieurs, hein, comme les porte-monnaies, on vous a montré le plus courant, mais il en existe plein, des officiels et des moins officiels. Je vous conseille les officiels. Ouais, c'est vrai, surtout pour ce genre de... Donc c'est de l'argent en fait. Voilà. Qui se trouvent d'ailleurs tous sur bitcoin.org. Et il y a un bouton qui dit Get Started, c'est-à-dire on va commencer. Et en gros vous cliquez dessus et vous choisissez, votre portefeuille vous en propose plusieurs, il vous dit ceux-là ils sont bien, hein, c'est les nôtres. Et vous préférez ceux-là parce qu'ils sont plus safe. Celui qu'on a c'est GUI Miner. Ouais. Donc on le lance, allons-y, soyons fous. Allons-y. Mais avant ça il faudra créer un compte sur un site qui va permettre de récupérer les... comment t'appelles ça? De récupérer les bitcoins. Enfin, voilà. Les bitcoins qu'on génère en effectuant les transactions. Alors sachant que pendant que Louis cherche ces trucs de son côté, il existe deux types de minage qu'on peut faire avec un ordinateur. Soit on peut miner avec miner, c'est-à-dire donner sa puissance au réseau. Soit on peut donner sa puissance en envoyant la puissance de sa carte graphique. Soit on peut donner la puissance de son processeur. Il y a des gens qui ont découvert que en fait la puissance du processeur était moindre comparée à celle de la carte graphique, parce qu'en fait tout simplement les cartes graphiques sont des processeurs un peu plus puissants parce qu'ils doivent gérer tous les calculs graphiques. Par exemple quand vous faites des jeux, que vous regardez des films, que vous faites du montage, etc. C'est elle qui gère ça, la carte graphique, et du coup au final elle est plus puissante pour effectuer un nombre de calculs donnés à la seconde. Et du coup le minage était plutôt effectué avec les cartes graphiques qu'avec les processeurs, parce qu'elles donnaient plus de puissance. Et du coup il y a même des gens d'ailleurs qui sont mis à acheter plusieurs cartes graphiques et qui les dérivaient en réseau sur un ordinateur central pour pouvoir miner plus. Donc j'ai inscrit Lucas sur un site qui permet de recevoir des bitcoins en fonction de la puissance qu'on crée. D'ailleurs on n'a pas expliqué le principe des nœuds en fait. Ouais voilà. Donc en fait ce qui se passe c'est que si vous minez, vous pouvez soit miner en solo, c'est-à-dire que vous aurez très peu de chances d'avoir un bitcoin, mais quand vous aurez confirmé un bloc de transaction, là ce sera le gros lot, donc vous recevrez un certain nombre de bitcoins. Donc en fait le système des pools, en fait des bassins, on peut traduire ça comme ça, c'est que... J'aime bien le terme nœud moi. De nœud, ok d'accord. Donc en fait ce qui se passe c'est que plusieurs personnes vont se regrouper pour à chaque fois avoir beaucoup plus de chances d'avoir un bloc et surtout une plus grande puissance de calcul, ce qui va leur permettre de gagner à chaque fois un certain nombre de bitcoins. Et donc après cette somme de bitcoins est répartie entre chaque participant en fonction de leur contribution, leur investissement. Et donc ce qui se passe c'est que ça permet de gagner moins de bitcoins mais plus régulièrement, donc au final ça revient même, sauf que le nœud en question va prendre un certain pourcentage, c'est-à-dire 1 ou 2%, enfin c'est pas grand chose pour coordonner. Parce que ce qu'on n'a pas précisé c'est qu'en fait quand on envoie une transaction sur le réseau, c'est pour ça que ça met un peu de temps à être traité, en fait elle s'organise par bloc. Et donc en gros il y a tant de transactions par un bloc en fonction de la taille de la transaction entre guillemets. Donc en gros on envoie une transaction et elle se superpose dans le bloc, et une fois qu'un bloc est complet par sa taille, il l'envoie en traitement. Il l'envoie en traitement à un mineur, et ce mineur là doit traiter tout le bloc, et une fois que tout le bloc de transaction est terminé, à ce moment là il a le processus de rétribution, donc de génération de bitcoin, qui lui envoie son argent en fait. Sauf que l'inconvénient de ça c'est que tant qu'il n'a pas terminé le bloc, il a rien. Et un mineur indépendant avec la puissance de calcul d'un seul ordinateur utilisé, parce que souvent le mec utilise son ordi aussi, elle est moindre, et du coup il lui faut énormément de temps pour terminer un bloc. Enfin ça dépend de la taille du bloc, mais voilà. Et du coup le principe des nœuds
et de permettre de traiter les blocs au niveau du nœud. C'est-à-dire qu'en gros, lui, il reçoit le bloc, il envoie chaque petite transaction du bloc à un mineur, et après, il reçoit l'argent, donc le bloc reçoit l'argent, le nœud reçoit l'argent et du bloc, et il le redistribue à tous les mineurs proportionnellement au nombre de transactions qu'ils ont fait chacun par leur temps qu'ils ont donné ou par leur puissance de calcul qu'ils ont, ce qui permet donc voilà d'en avoir plus régulièrement. On va lancer le logiciel de minage de Bitcoin. En nom de mineur, on va copier ça. Hop là. Ah oui, d'accord. Ah oui, j'aime pas ça en fait. Un petit espace à la fin, on va éviter. Hop. Il est là. Ah ok, d'accord. Tac. Bon. Ouais, ça a l'air. Et le serveur, c'est comment il s'appelle? Je crois que c'est Bitcoin CZ slash pool. Ah, c'est celui-là. Slash pool, d'accord. Start mining. Et là, c'est bon, là, je suis en train de miner. Et là, t'es à 5 mégahash. Mais c'est-à-dire que là, concrètement, je mine avec quoi? Avec mon processeur ou avec mon... Là, actuellement, c'est avec ton processeur. Ah oui, putain, je suis en train de... Oh mon dieu, je suis à 94% de mon processeur. Ah oui, d'accord. Ouais, j'avais pas vu. Et donc, après, tu peux regarder un petit... où est-ce que c'est ça? C'est... Ah voilà, un petit summary. Donc ça, c'est les... Là, je suis dans un pool, là. Ouais, c'est ça, tout seul. Donc en gros, là c'est les fractions que tu as acceptées, fractions de travail que tu as acceptées, celles qui ont été rejetées, donc pour l'instant tu n'as rien accepté, il n'y a rien qui a été rejeté. Comment ça se fait que je rejetterais quelque chose? Bah si par exemple tu fais un calcul, mais en fait tu fais un fake calcul, tu fais genre j'ai miné et tu renvoies les résultats. Ouais. Donc en fait il y a plusieurs personnes qui vérifient que t'es pas un fake mineur, enfin c'est ce que je pense. Et est-ce qu'on peut lancer 2 minages en même temps? 2 minages? C'est-à-dire la carte graphique et le processeur. Je pense que oui. Il faut peut-être créer un nouveau mineur. D'accord. New miner. Je crois que c'est ça. Attends. Ouais, bah ça doit être ça. Donc name is miner. On va l'appeler Steve. D'accord. Le Steve. Donc Steve. Ah oui, ok. Défaut. Donc là, cette fois, tu fais carte graphique. Ok. Il faut que je remette mes identifiants là par contre. Ouais. Donc tu refais... Donc oui, en gros, tu peux être connecté sur plusieurs pools. Et on peut... Donc je peux miner avec mon identifiant sur plusieurs ordis. Mais c'est-à-dire que... Est-ce que tu as donné mes identifications bancaires de Bitcoin? C'est-à-dire que... Il me l'envoie sur mon... Ah, pour l'instant, j'ai pas mis ça, mais je vais mettre ça tout de suite après. D'accord, parce que sinon, je mine pour rien en fait. Je mine gratuitement, quoi. Non, mais t'inquiète pas, c'est enregistré. Je leur fais de l'argent, quoi. Eh oui. Donc en gros tu mets ça là, mot de passe, voilà. On commence le minage. Vas-y. Ah oui, et là ça commence à chauffer. Hein. D'accord. La plupart des gens ils ont des ordis dédiés à ça si... Oui c'est ça, ils ont un ordi qui mine. Ouais voilà. Voire même des cartes graphiques en série. Alignées, ouais. Voilà, bon bah écoutez sur ce je pense qu'on a fini. Et oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le billet des commentaires. Oui, et si vous voulez faire un don, vous trouverez l'adresse dans la description. L'adresse dans la description, et même qui s'affiche à l'écran. Ouais, l'adresse de Liné. On prend mon compte pour le compte de Liné, on est d'accord? Comme ça, je peux me prendre un petit pourcentage dessus. Hein? T'as dit quoi là? Bon, à la prochaine. Oui, au revoir. Bonne chance. Et bon voyage. Allez, ça suffit. What is Bitcoin? Bitcoin is the first decentralized digital currency. Bitcoins are digital coins you can send through the internet. Compared to other alternatives, Bitcoins have a number of advantages. Bitcoins are transferred directly from person to person via the net, without going through a bank or clearinghouse. This means that the fees are much lower, you can use them in every country, your account cannot be frozen, and there are no prerequisites or arbitrary limits. Let's look at how it works. Bitcoins are generated all over the internet by anybody running a free application called a Bitcoin miner. Mining requires a certain amount of work for each block of coins.
This amount is automatically adjusted by the network such that Bitcoins are always created at a predictable and limited rate. Your Bitcoins are stored in your digital wallet, which might look familiar if you use online banking. When you transfer Bitcoins, an electronic signature is added. After a few minutes, the transaction is verified by a miner and permanently and anonymously stored in the network. The Bitcoin software is completely open source and anybody can review the code. Bitcoin is changing finance the same way the web changed publishing. When everyone has access to a global market, great ideas flourish. Let's look at some examples of how Bitcoins are already used today. You can purchase video games, gifts, books, servers, and alpaca socks. Several currency exchanges exist where you can trade your Bitcoins for dollars, euros, and more. Bitcoins are a great way for small businesses and freelancers to get noticed. It doesn't cost anything to start accepting them, there are no chargebacks or fees, and you'll get additional business from the Bitcoin economy. For your first Bitcoins and more information, visit weusecoins.com.